Bienvenue dans We IT Capable. We IT Capable parce que certaines personnes ont choisi de construire dans un pays où d'autres auraient plié bagages. Et parce que l'économie haïtienne, malgré tout ce qu'elle traverse, n'a jamais cessé de battre. Ce soir, nous avons une conversation que j'attendais depuis longtemps dans cette émission. Non pas parce que nous n'avions pas encore parlé d'économie, mais parce que nous n'avions pas encore parlé d'économie avec quelqu'un qui a les mains dedans, qui se lève chaque matin pour défendre les intérêts des entreprises haïtiennes et qui croit, avec des chiffres et des stratégies, qu'Haïti peut être compétitive. Mon invitée est Martine Laroche-Cuvilly. Elle est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest et deuxième vice-présidente de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Haïti. Deux institutions qui représentent ensemble la voie organisée du secteur privé haïtien sur l'ensemble du territoire national. Depuis son élection à la présidence de la CCIO en 2024, elle n'a pas eu le luxe d'une période de grâce. Elle a pris les rênes d'une institution en pleine crise sécuritaire, avec des entreprises qui ferment, des entrepreneurs qui hésitent à investir et un contexte économique que peu de manuels de gestion auraient pu prévoir. Et pourtant, à chaque prise de parole publique, elle porte le même message. Le secteur privé haïtien n'a jamais cessé d'avancer. Ce n'est pas une posture, ce sont les faits. 7 années consécutives de décroissance économique, 7 ans de contraction du PIB, d'investissements en retrait, d'entreprises fragilisées. Et pourtant, le secteur manufacturier haïtien représente encore près de 19% du PIB. Les échanges commerciaux avec la seule République dominicaine ont atteint 454 millions de dollars en 2025. Et des entrepreneurs haïtiens, souvent jeunes, souvent issus du numérique, continuent de créer, d'innover, de lancer des startups dans un écosystème entrepreneurial qui se structure malgré tout. C'est dans ce contexte, lucide sur les défis, mais résolu sur les solutions, que Martine Laroche-Cuvilly dirige. Ce soir, nous allons parler de tout cela, des opportunités que beaucoup ne voient pas parce qu'ils regardent uniquement la crise, de la place d'Haïti dans la Caraïbe et dans le marché régional, du rôle que la technologie et l'intelligence artificielle peuvent jouer dans la transformation économique d'un pays, et de la jeunesse haïtienne, qui est peut-être la ressource la plus sous-estimée et la plus décisive de l'économie de demain. Madame Laroche-Cuvilly, soyez la bienvenue à Haïti Capable. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci de nous recevoir. Donc, commençons cet échange avec une première question. Vous avez repris les rênes de la CCI en 2024, fin 2024, dans une situation économique qui est complexe. Et je suppose que beaucoup de personnes auraient douté de prendre ce job, sachant que la tâche est compliquée. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait persister dans le message, et je vous ai entendu en parler, que le secteur économique haïtien, le secteur privé, est un facteur qui peut porter la reconstruction du pays? C'est correct. Au fait, ça fait 15-16 ans que je suis dans la vie associative. Donc, j'ai vécu, si tu veux, beaucoup de choses, les échanges avec le gouvernement. Et là, j'ai 22 ans d'expérience en manufacture et 4 ans en secteur commercial industriel au début de ma carrière au niveau bancaire. Donc, j'ai pu voir c'est quoi le tissu, si tu veux, économique d'Haïti. Écoutez, dans les années 80, moi je me rappelle jeune, le secteur productif en Haïti avait plein d'industries, beaucoup de choses existaient. Donc, je crois toujours que on parlait beaucoup d'Haïti. On faisait toutes sortes de choses, surtout pour les États-Unis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si l'environnement économique, le cadre des affaires est mieux adapté et évolue avec la région, ou si tu veux, avec le temps, nous pouvons retrouver notre place parce que la fibre haïtienne même, c'est la production, c'est la création, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est le moment et je veux avoir un impact. Alors, parlons d'opportunités. Souvent, on parle de l'économie par le prisme de la crise. Et c'est exactement ce que nous ne faisons pas dans ce programme. Nous parlons justement d'opportunités, de refus de la fatalité, qu'on peut faire les choses. Quelles sont les opportunités que vous voyez dans le secteur économique haïtien qui sont porteuses de changement, de renouveau et de croissance? Tu as raison de dire que la crise
empêche toutes sortes de conversations. On parle de crise d'abord et non de ce que le secteur privé peut faire. Moi, les opportunités, ça commence déjà par la création, la production. Il y a beaucoup d'industries qui existent en Haïti. On ne sait même pas ce qui est produit localement. L'agro-industrie, parce que c'est quelque chose que la crise nous a montré, que la décentralisation est importante. Le Grand Nord, le Grand Sud, ces régions aussi s'organisent. Donc, il y a des opportunités là. Les investissements dans le portuaire, les investissements portuaires et aéroports, c'est ce qui va permettre de décentraliser. Et si vous voulez, l'investissement aussi dans les compétences de nos jeunes. Les opportunités, on a vu ce que le congrès sur les intelligences artificielles. J'ai participé à DevExpo. Il y avait une quantité de programmeurs en Haïti, je ne savais pas que ça existait. Hein. Donc, il y a le ITFX, voir comment les femmes entrepreneurs existent. Donc, il y a vraiment d'opportunités. Il suffit qu'il y ait un cadre qui permette à ces entreprises d'émerger, d'être mieux encadrées et qu'on puisse avoir un environnement beaucoup plus équilibré et protégé pour que ces entreprises puissent grandir. Je vais vous faire une confidence. Dis-moi. Dans mon passé, j'ai été directeur d'une chambre de commerce binationale. Et je vais arriver au point que dans le pays où je me trouvais, il y avait une clarité des acteurs privés, des acteurs publics en ce qui concerne la direction que le pays prenait. Ouais. Ils savaient que les actions devaient être coordonnées et ils savaient aussi que dans leur langage vis-à-vis des investisseurs, il y avait certains créneaux qui sortaient. Il y avait cette clarité de propos et d'action et surtout de direction. Mm-hmm. Est-ce que nous avons une situation similaire ici en Haïti, sachant que je me permets de connaître la réponse, et qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que justement il y ait une convergence de différents acteurs derrière au moins certains éléments communs? Parce que si, je pense, en partant de base, si on n'a pas la même lecture de la situation, il est difficile de construire ensemble les solutions. Comment on peut unir justement les différents acteurs de façon à ce qu'il y ait au moins des synergies entre les différents acteurs derrière certaines lignes communes? Bon, là, je vais prendre l'environnement actuel. Nous savons tous que nous allons vers des élections. Donc, je pense que la CCIO, et je le vois aussi dans les chambres départementales, on prépare le terrain parce qu'on veut un cadre des affaires, on veut revoir le code des... Moi, certainement, je veux revoir le code des investissements parce qu'il doit être élargi. Il y a d'autres technologies et d'autres investissements qui doivent être faits. Donc, je pense que c'est... Nous, en termes de chambre de commerce, nous n'allons pas voter. C'est les citoyens qui vont voter. Mais nous devons mettre sur la table, si tu veux, la demande du secteur économique pour que ce soit clair pour les dirigeants de demain. Donc, je pense que c'est ce chantier que nous commençons à bâtir. Au niveau de la CCIO, justement, on a lancé le chantier du Code des investissements. Nous avons lancé le chantier d'échange commerciaux, déjà à travers la Caraïbe. Nous avons fait un événement avec les Nations Unies, nous avons fait un événement avec l'ambassade du Mexique. Et aujourd'hui, aucun pays on doit diversifier nos partenaires régionaux. Nous, dans la région, la Caraïbe, l'Amérique latine, il faut un peu s'ouvrir. Déjà, je pense avec le Mexique, la Colombie aussi. Ce sont déjà des pays qui sont prêts. On fait déjà beaucoup affaires avec le Brésil aussi. Donc, c'est vraiment formaliser ces échanges. Donc, bon, je pense que c'est la route et c'est le chemin qu'on doit faire. Je voudrais revenir sur les thèmes de jeunesse et technologie. Nous avons aujourd'hui un monde qui est en train de changer à une grande vitesse, notamment avec l'intelligence artificielle, et cela représente un risque pour Haïti que si rien ne se passe, va se faire devancer par tout le monde et rester à la traîne, ou plutôt, et je pense que là est l'opportunité, c'est de brûler les étapes et se positionner devant tout le monde. Donc nous avons aujourd'hui une équation intéressante qui peut combiner des variables comme la jeunesse, l'innovation, l'entrepreneuriat et la technologie, notamment l'intelligence artificielle. Nous voyons qu'il y a un écosystème qui est en train d'apparaître, notamment sur l'intelligence artificielle, avec des jeunes, des codeurs, des incubateurs. J'en ai parlé auparavant avec vous dans d'autres occasions. Par exemple, Bange qui fait de l'incubation, notamment dans les thèmes de technologie. Et cela, ce sont des éléments qui nous donnent justement une idée que les choses sont en train de changer, qu'il y a cette jeunesse qui est en train de porter ce message et s'activer dans ce domaine. Où est-ce que vous pensez que les chambres de commerce, l'État, les autres acteurs économiques peuvent aussi apporter justement pour intensifier cette dynamique qui est aujourd'hui porteuse? OK. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Hein.
Moi, je regarde ce qu'on fait avec Combi de compétences déjà. Combi de compétences, c'est un petit peu l'adéquation entre ce que les entreprises ont besoin, comme professionnels ou employés, et ce que l'offre est. Nos enfants, jusqu'à présent, ont tendance à faire les métiers traditionnels. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On n'a pas besoin de plus d'avocats. On a besoin de diversifier. Donc déjà, avec ça, on est en train d'ouvrir leur esprit à d'autres opportunités et discuter. Je pense qu'ils sont déjà ouverts avec l'intelligence artificielle. Ils l'utilisent peut-être pour faire leur devoir. Voilà, peut-être qu'ils font leur devoir. Mais je pense que l'opportunité de l'intelligence artificielle, c'est comment il peut être utilisé. Parce que moi, je me rends compte parfois, visuellement, je n'arrive pas, avant d'aller voir un designer quelque chose, j'ai besoin d'une idée. Donc, tu peux aller sur, je sais pas moi, ChatGPT ou je sais plus quoi. Tu peux transformer ton idée en une imagerie qui peut être transformée par quelqu'un d'autre. Donc, déjà, dans cette utilisation-là, les jeunes, pour développer leur idée, ils peuvent avoir quelque chose qui n'est au-delà de ce qui est écrit, il y a des visuels qui peuvent accompagner leur démarche. Et eux-mêmes aussi, ils peuvent, je sais pas, ça les permet de pousser de l'avant. Maintenant, au niveau de la chambre de commerce, il y a aussi un peu le mentorat. Je vous parle d'une entreprise que j'ai rencontrée. Mais c'est parce que j'ai été exposée à je sais plus à quelle chose. Et je suis assez ouverte, donc on vient de me parler. Et là, c'était dans une exposition et il y avait un vin. Ça s'appelle Grand Baron, et ce sont des jeunes. Là, ils vont participer à... Du vin haïtien tropical, avec des saveurs différentes. Je crois que j'ai goûté le tamarin, et j'aimais bien, j'ai l'impression que j'aime le tamarin, donc je retiens le tamarin plus qu'autre chose. Et ils vont participer à une fois à Verona, Italie, en avril. J'espère qu'ils vont participer, parce qu'ils cherchent le financement, et ça coûte assez cher. Mais c'est ça, le mentorat. Donc, de temps en temps, on fait ça, où on parle, on leur donne des idées. Mais je pense que c'est cet exercice que nous faisons, c'est les opportunités qui commencent à être de plus présentes, ce que vous faites aussi, avec le gouverneur, ce que vous avez fait avec la première fois de l'année dernière. Donc, je pense que c'est ce genre d'opportunités qui vont permettre à cette industrie ou que cette industrie contribue à ce qui se fait dans l'économie haïtienne. Parlons de cette jeunesse. Tout le monde le dit, nous en sommes convaincus, elle est créative, elle est dynamique, elle veut entreprendre, mais il faut lui donner aussi des chances et les encadrer, leur donner les opportunités, leur donner accès au savoir. Et nous voyons aussi qu'on a aussi une jeunesse qui regarde ailleurs pour des opportunités et que ce dynamisme, cette créativité, elle l'exporte en s'exportant elle-même. Comment on peut donner confiance à cette jeunesse pour qu'elle reste et que son projet d'entreprise se fasse en Haïti? Pourquoi ils partent? Question d'opportunité. Donc ça, c'est clair. C'est le cadre économique à Haïti qui doit leur faire rester. Je ne pense pas que quelqu'un part de son plein gré. Parfois, on a cette idée qu'il y a quelque chose de bien ailleurs. Mais on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, ça devient de plus difficile, on ne peut presque plus partir. Donc, je pense que c'est l'investissement que les chambres départementales, les chambres de commerce, que ce soit celles de l'Ouest ou les chambres départementales, sont en train de faire dans les investissements. Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il y a une université dans le département de la Grand'Anse qui, maintenant, dans la section ingénierie, ils sont en train de regarder comment utiliser les matériaux qui existent dans la zone. Donc, ce sont ce genre de partenariats qui sont un petit peu plus intelligents, où on regarde les besoins régionaux et comment s'adapter. Donc, je pense que au-delà de ça aussi, c'est le cadre des affaires, c'est l'opportunité d'avoir l'équité dans les services et la compétitivité qui leur permettra de rester. Donc, c'est les opportunités. Maintenant, les femmes, je sais que c'est un thème dont nous avons parlé et qui vous est cher. On parle des femmes dans l'économie et on parle d'économie informelle. Oui. Et Madame Sarah, le commerce. Oui. Mais lorsqu'on parle d'économie formelle, il y a quand même un vide. Le rôle des femmes dans des postes de direction, dans des conseils d'administration, a encore beaucoup d'efforts et il y a encore des espaces à occuper. Comment on peut justement faire en sorte que cette transition vers un rôle des femmes dans l'économie formelle soit beaucoup plus présente? Écoutez, c'est un problème international, hein. Il n'y a pas qu'en Haïti. Mais très marqué en Haïti. Très marqué en Haïti, mais à la différence que comme vous dites, dans le circuit informel, la présence des femmes est forte.
ce qui n'est pas aussi évident dans certains milieux internationaux. Mais je pense que c'est les exemples aussi. Hein. Moi, je me rends compte, j'ai participé à une présentation où je parlais de moi, je suppose, à Bange, il y a très longtemps déjà, peut-être 3-4 ans. Et il y a une jeune qui a osé, qui est venue me poser la question, qui me disait qu'elle était ingénieure industrielle, j'étais en manufacture, elle était à sa 3e année. Je lui ai dit, viens en stage. Et puis, je lui ai donné un rôle. Au bout de son étude, elle est restée. Aujourd'hui, elle est le chef de production d'une autre industrie. Donc, je pense que ce sont des modèles ou des opportunités qui vont leur permettre de prendre confiance. Plus on voit des femmes à des postes, comme moi à la CCIO ou maintenant 5 ministres féminins, je crois que c'est un modèle inspirant. 33% du cabinet. C'est ça. Je crois que ce sont ces modèles inspirants qui vont permettre à ces femmes de prendre confiance. Et puis, il y a le fait aussi qu'on a tendance à se sacrifier et parfois penser qu'on a d'autres responsabilités. Mais je pense qu'il faut pouvoir balancer le tout. Passons maintenant à la position géostratégique d'Haïti dans les Caraïbes. Vous avez une position que l'on doit envier. Vous êtes en plein centre. C'est ça. Où est-ce que vous voyez Haïti en termes de compétitivité, en analysant un peu le cadre de vos voisins? Où est-ce que Haïti peut se forger une place? Où est-ce qu'elle peut être justement compétitive et justement amener ça comme un élément de croissance et de positionnement? Bon, je reviens toujours à l'industrie productive. Je reviens là. Et l'un des chantiers que j'ai déjà entamé pour cette année, c'est le Code des investissements. Il va avoir 25 ans. Et dans la région Caraïbes, Amérique latine, nos voisins ont déjà révisé leur Code des investissements. Donc, le cadre des affaires, le code d'investissement doit devenir plus compétitif et nous permettre d'atteindre ces marchés. Nous importons beaucoup. Ce que nous importons, en principe, nous pouvons le faire en Haïti. Donc, il faut protéger cette industrie pour qu'elle puisse continuer à fleurir, créer d'autres opportunités pour continuer à grandir cette jeunesse et la mettre au travail. Parlons de votre grand partenaire commercial. Oui. Je l'ai cité en début de cette émission, c'est la République dominicaine. Les chiffres donnent plus ou moins 450 millions de dollars d'échanges commerciaux avec la République dominicaine, mais ces échanges sont inégaux. Et de temps en temps sont des éléments peut-être de certaines frustrations. Oui. Comment on peut rééquilibrer ces relations de façon à ce que ce soit une relation de gagnant-gagnant et qui justement puisse croître dans l'avenir? Bon, ça fait partie de l'agenda, c'est clair. Cette asymétrie est un problème. Cependant, la République dominicaine, vous avez parlé de 454 millions ou 450 millions. Je dois vous dire qu'au fait, ça c'est ce que, du côté haïtien, nous captons. Ce que officiellement a été déclaré. Oui, je parle du formel. Non, formel, mais déclaré du côté haïtien. Quand vous regardez du côté dominicain ce qu'ils déclarent et ce que le gouvernement proclame, il a déjà dépassé le milliard. Et ça, c'est que sans compter la contrebande et ce qui ne capte pas à travers les marchés publics. Donc, il y a déjà cette différence entre les 400 et le milliard. Et comme je vous dis... Et c'est énorme comme chiffre. C'est énorme, c'est plus que le double. Et je ne capte même pas ce qui se passe en contrebande, qui peut être estimé à 300-400 millions aussi. Donc, ce que vous dites là peut être triplé. Donc c'est 4% du PIB, 25 milliards, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est énorme. Et je pense que le contrôle de la frontière, au fait, c'est la chose simple. Hein? C'est encadrer l'industrie locale, contrôler nos frontières, contrôler au niveau phytosanitaire, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur du pays, et pour rééquilibrer. On partage l'île, il n'y a pas moyen de ne pas travailler avec eux, il n'y a pas de problème dans ce côté, mais ils ont autant intérêt à ce que Haïti soit beaucoup plus forte. Donc, je pense que la symétrie va se résorber par rapport à des choix économiques et politiques qui protègent cette économie. C'est ce qu'ils ont fait en République dominicaine et c'est ce que nous devrions faire aussi de notre côté. Je ne pourrais pas parler d'économie si je ne parlais pas de sécurité. Et nous voyons quand même des effets dévastateur de la situation sécuritaire. Nous avons quand même 7 années de décroissance économique. Oui. Nous avons remarqué aussi que certaines entreprises internationales ont quitté le pays et on sait que l'insécurité affecte l'investissement, affecte l'économie dans sa généralité et surtout affecte la confiance. Qu'est-ce que vous nous dites pour justement cette reconstruction, d'où le facteur sécuritaire est fondamental?
Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train de faire pour un regain de la sécurité. Mais dans cette circonstance, quelles sont les perspectives et comment vous donnez confiance à vos membres? Bon, écoutez, par rapport à la situation, je pense que c'est vrai on a perdu des entreprises, on a perdu des emplois, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de regarder différemment. Il y a de nouveaux investissements qui sont en train de faire, il y a des perspectives. Je pense que l'investissement dans les ports et aéroports, dans les zones régionales aussi, c'est un impact. Donc, il faut continuer à pousser vers la décentralisation. On parle du port du Sud, on parle le nouveau port au Cap, il y a peut-être un qui se développe du côté du Nord-Ouest. Donc, je pense que cette décentralisation est importante et l'investissement dans ces grandes infrastructures va permettre de continuer à pousser de l'avant. Donc, je ne pense pas qu'il faut... De toute manière, on est condamné à rester ici. Donc, je crois que le secteur privé continue à investir. C'est juste avoir un message que le tissu économique, créatif est encore là, il est productif, il est encore là et présent. Il faut avoir un dialogue beaucoup plus présent pour encadrer cet investissement. Restons dans le cadre... maintenant, je sors du cadre de la sécurité et revenons au cadre international. Oui. Nous avons aujourd'hui une redéfinition du commerce international, avec certains pays qui parlent de protectionnisme, qui redéfinissent un peu les règles du jeu. D'un côté, c'est perçu comme un élément de déstabilisation pour certains, mais d'autres voient ça comme un élément de positionnement et d'opportunité et se positionnent justement de ce changement des règles du jeu, des chaînes d'approvisionnement, pour établir des nouveaux corridors vers des marchés importants, notamment vers les États-Unis. Et nous voyons certains pays qui le font, qui en profitent. Est-ce qu'il y a une opportunité pour Haïti de profiter de ce changement, de ces équilibres, pour se positionner et se bénéficier de ce changement de la reconfiguration de l'architecture commerciale globale? On n'a pas de choix. On n'a pas de choix et je pense que nous avons déjà cette direction. Je vous ai parlé du Mexique déjà, mais là, on a entamé des conversations avec Bahamas, Cuba, des pays que nous avons visités, hein, les Dom-Tom, parce que le rapprochement régional est devenu plus important. Donc, la diversification de nos partenaires est importante. Donc, la CCIO, au-delà de ces échanges que nous avons entamés, nous travaillons sur si tu veux, un catalogue électronique de l'offre haïtienne. Et nous allons, avec, si tu veux, le gouvernement, j'espère bien, pouvoir le démarcher. Donc, à ce moment, nos ambassades dans des différents pays auront quelque chose qu'ils pourront partager et faire savoir ce que nous faisons en Haïti. Nous ne faisons pas un bon travail de représentation de ce que nous faisons. Donc, je pense que ça, c'est peut-être le premier pas. Parlons d'élections, et vous en avez parlé, donc je reviens à vos propos initialement. Nous encheminons vers un processus électoral, local, présidentiel, législatif, où on attend que dans les propositions, dans les discussions qui vont précéder le processus électoral, l'économie soit au centre. La sécurité, naturellement, sera un autre élément, et d'autres, naturellement. De ce point de vue, et vous l'avez dit, que vous commencez déjà des actions de plaidoyer, quel message vous passez aujourd'hui aux différents individus qui veulent brider justement la conduction de ce pays, sur quoi ils doivent miser et en quoi ils doivent vous écouter? Stabilité, prévisibilité. Quel que soit l'investisseur, qu'il soit petit ou grand, c'est ce qu'on veut. Il faut pouvoir programmer. Je l'ai dit malheureusement, aujourd'hui on fait des réflexions, des programmations en 3 mois, et même moins. Ça change tellement vite. Donc tout ce qu'on veut, c'est, je ne veux pas dire que je m'en fous de qui sera là, mais au fait, la personne qui sera là, c'est tout ce que je veux, c'est une stabilité. Quand aujourd'hui je change d'un ministre à un autre, j'ai l'impression de recommencer et je perds mon temps. Donc on a besoin de stabilité, de vision économique, qu'il y ait un dialogue régulier entre le public et le privé pour que nous travaillions ensemble sur des agendas clairs et que nous les maintenons dans le temps. Nous sommes des partenaires et j'espère qu'ils le verront comme ça aussi. Et dans cette vision, qu'est-ce que vous attendez? Dans leur programme qu'ils vont vous proposer, qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que je leur demande? Ouais. Ah non, l'équité, de la transparence. Quand je demande l'équité, c'est l'équité dans le cadre des affaires pour que tout le monde ait les mêmes opportunités. De la transparence. La transparence, ça va dans les deux sens aussi. C'est la gestion des fonds publics,
Donc, lorsque vous parlez de gestion des fonds publics, c'est des appels à des processus compétitifs et donner des opportunités à tout le secteur privé, non? Il y a ça aussi. Okay. Il y a ça aussi, mais transparence dans les utilisations aussi. Dans l'utilisation. De la transmission des informations. Parce que quand on ne sait pas où vont les fonds, qu'est-ce qu'ils vont faire, il y a ce dialogue qui manque. On a un problème de reddition de comptes, si vous voulez, au niveau des différents ministères. Et ils ont tendance, ils visent, je ne sais pas dire que j'aurais aimé qu'on change ces habitudes, où ils travaillent en vase clos. L'État, les employés de l'État sont généralement des bureaucrates. Ils ne sont pas dans la vie active. Donc, il faut qu'il y ait ce rapprochement entre ceux qui gouvernent et ceux qui, je ne vais pas dire qui subissent, mais qui sont là sur le terrain. Donc, je m'attends à un rapprochement réel, un partenariat réel. C'est ce qu'on voit chez nos voisins et c'est ce que j'aimerais voir ici aujourd'hui. Je veux conclure avec une question, et ce sont mes favorites. Vous sortez de cette réunion, vous recevez un appel. C'est un investisseur étranger. Et il dit, je suis en train de regarder un peu le cadre d'investissement en Haïti. Je voudrais savoir quelles sont les opportunités. Et je voudrais que vous puissiez me convaincre sur justement l'opportunité d'investir en Haïti et pas dans un autre pays de la région. Qu'est-ce que vous lui dites? OK. Je vais commencer d'abord par dire, regardons ce que notre diaspora fait ailleurs. Quand les opportunités sont là, ils sont à travers le monde entier. Je ne pense pas qu'il y a un endroit où un Haïtien n'existe pas. Et non, d'aujourd'hui, c'est vrai. Hein? Et ils sont partout. Ils sont entrepreneurs, médecins, ou ils sont dans l'université, recherche, et maintenant occupent des postes politiques dans leur pays d'accueil. Donc, quand les opportunités existent, notre fibre entrepreneuriale ou, je ne sais pas moi, de visionnaire nous permet de voir ailleurs. Donc, je pense que il faut leur donner le cadre pour qu'ils puissent performer. Mais je dirais aussi, regardons ce qui se fait dans la Caraïbe. Nous avons 12 millions de consommateurs. La Jamaïque fait beaucoup plus de choses, ils ont 3 millions. À part la République dominicaine, Haïti, Cuba, mais qui est dans une situation un peu plus compliquée, ce sont les plus grands marchés. Donc, Haïti est encore vierge. Donc, si le cadre existe, why not? Je pense que c'est un peu le but de votre émission, de montrer que, oui, Haïti est capable. On est totalement d'accord. Et je pense que sur ces paroles, passons un message, investisseurs, venez en Haïti, que vous soyez de la diaspora, étranger, mais aussi n'oublions pas qu'il y a des ressources locales, nationales, qui veulent aussi, qui peut-être de temps en temps cherchent moins de risques à l'étranger, mais qui devraient investir dans le pays. Moins de risques, c'est vrai, mais beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'ouverture. Un pays qui est prêt et, comme on dit en américaine, hungry. Je rappelle un film que j'ai vu plusieurs fois, mais qui me colle à la tête. Ça s'appelait Fields of Dreams. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une question de terrain de football, etc. Donc, avec quelqu'un dans ses rêves, on lui disait de construire un terrain de baseball, excusez-moi, dans un champ de maïs. Et puis, mais c'est fou, hein, il n'y a personne qui va jouer. Et puis, il dit non, on me dit qu'il faut que je fasse ce terrain de baseball. Et l'histoire du film, il te dit, if you build it, they will come. So, créons cette infrastructure et les autres, ils viendront parce que l'opportunité est claire. Elle est là. Nous en sommes tous convaincus. Encore merci pour cet entretien et je vous dis à très bientôt. Et sûrement, on aura l'occasion de parler d'autres choses dans d'autres opportunités. Merci encore pour l'opportunité, Madame Cuville. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Il y a des conversions qui changent la façon dont on regarde les choses. Celle-ci en fait partie. Merci, Madame Laroche-Cuvilly. Merci pour la clarté, pour la franchise et pour ce regard sur une Haïti que l'on ne voit pas assez dans les médias. Celle des entrepreneurs qui continuent, celle des femmes qui créent, celle des jeunes qui innovent avec les outils du monde d'aujourd'hui, depuis Port-au-Prince, Cap-Haïtien ou même Jérémie. Ce qui m'a frappé dans cet entretien, c'est l'ampleur de ce qui existe déjà. 19% du PIB dans le secteur manufacturier. 450 millions de dollars d'échanges avec la République dominicaine en une seule année. Des incubateurs qui forment des milliers de jeunes. Des femmes entrepreneurs qui pitchent leurs projets devant les investisseurs. Ce n'est pas une économie qui attend, c'est une économie qui avance, même quand les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle le fasse. Ce que Martine Laroche-Cuvilly nous a rappelé aujourd'hui, c'est que la compétitivité ne se décrète pas.
Elle se construit, entreprise par entreprise, secteur par secteur, négociation par négociation. Et que dans cette construction, la jeunesse haïtienne n'est pas un problème à résoudre, c'est une ressource à mobiliser, la plus grande, la plus renouvelable et peut-être la plus déterminante de toutes. Il y a une image qui reste, Haïti au cœur de la Caraïbe, pas en marge, pas en retard, mais au cœur, avec des ports, une diaspora, un talent créatif, une ingéniosité que la pression n'a pas éteinte mais surtout aiguisée. C'est un pays qui a tout ce qu'il faut pour participer au marché régional, au marché global, à la révolution technologique qui recompose les économies du monde. Mais soyons honnêtes, aucune de ces opportunités ne se réalisera pleinement sans une amélioration durable de la situation sécuritaire. La stabilité n'est pas un prérequis parmi d'autres. C'est la condition de tout le reste. Et c'est pour cela que l'économie doit occuper une place centrale dans les débats qui précèdent le processus électoral. Les Haïtiens méritent d'entendre les candidats parler de croissance, d'emploi, de compétitivité, de technologie, pas seulement de sécurité et de gouvernance. L'avenir économique du pays doit être au cœur du contrat que les futurs élus proposeront à leur peuple. Oui, Haïti capable, pas comme un espoir fragile, comme un pari que des femmes et des hommes font chaque jour avec leurs ressources, leur intelligence et leur refus de baisser les bras. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui, Haïti capable.